Il est 14h49, vous êtes au bon endroit devant LCI Direct. C'est un Donald Trump triomphant qui prendra la parole tout à l'heure vers 16h30 depuis le G7, un discours que nous allons écouter en direct sur LCI, fier de son accord conclu avec l'Iran qui devrait être signé, si tout va bien, ce vendredi, car le président américain a menacé de reprendre les bombardements sur l'Iran si, je cite, l'Iran ne se comporte pas bien. Mais voilà, cette euphorie cache peut-être une défaite en race campagne pour les Américains, car pour la première fois, la presse révèle les premiers éléments de ce protocole d'accord entre Washington et Téhéran, un protocole où le régime iranien est très avantagé. Sylvia, vous nous avez rejoint, bonjour. Bonjour. L'Iran pourrait recevoir des centaines de milliards de dollars, racontez-nous. Oui, certains parlent d'ailleurs du texte de la capitulation américaine. Pourquoi ? Eh bien parce que l'Iran pourrait obtenir de fortes compensations financières si les négociations vont à leur terme, notamment sur le nucléaire. Regardez, le texte prévoit la levée du blocus américain, la possibilité pour l'Iran d'exporter son pétrole, la création d'un fonds de reconstruction de 300 milliards de dollars. Il s'agit d'investissements, pas de transfert financier ici, ainsi que le dégel d'avoirs iraniens bloqués à l'étranger. On va voir tout cela dans le détail. L'idée, c'est de contraindre fortement l'Iran de négocier de bonne foi. On rappelle que ce protocole n'est pas un accord et que l'accord formel sera ensuite négocié pendant 60 jours après la signature de vendredi en Suisse. Ce qui est saisissant, Sylvia, c'est l'avant-après la guerre pour l'Iran. Oui, on va s'arrêter sur chacun de ces points et notamment sur ce point 5, c'est le fonds d'investissement de 300 milliards de dollars. Il s'agit d'une des concessions les plus importantes au régime iranien. Les États-Unis s'engagent à élaborer un plan pour le développement économique de l'Iran. En d'autres termes, avant la guerre, l'Iran n'avait pas de financement et après la guerre, l'Iran obtient un financement extérieur de grande ampleur. Autre point, Marie-Aline, c'est le point 7. C'est la fin de tous les types de sanctions. Celle de l'ONU, celle de l'AIEA, mais toutes les sanctions américaines aussi, selon un calendrier convenu entre toutes les parties. Là aussi, on va regarder ce qui se passe avant-après. Avant la guerre, l'Iran était un des pays les plus sanctionnés au monde. Après la guerre, l'Iran obtient un gain économique de premier ordre, celui qu'elle réclamait depuis le début. Le point 10 parle des dérogations pour l'exportation du pétrole iranien, ça c'est très important aussi. Ça démarra dès vendredi d'ailleurs, dès la signature du protocole jusqu'à la levée des sanctions. Cette reprise immédiate, c'est un autre gain économique important pour l'Iran. Et Sylvia, il y a aussi la question des avoirs gelés. Oui, en fonction de l'avancement des négociations, les fonds et avoirs gelés seraient débloqués, mais cela commencerait à être mis en œuvre tout de suite, dès vendredi. On va regarder d'ailleurs la carte des avoirs iraniens gelés. C'est le Wall Street Journal qui l'a publié, qui a réalisé tout ce travail. Il y en aurait pour 100 milliards de dollars à l'étranger, la plupart en Asie, au Moyen-Orient. C'est donc un calendrier, Marie-Aline, à l'avantage de l'Iran. Il y a d'abord les concessions américaines, le retrait du détroit, la dérogation sur l'exportation du pétrole et le déblocage progressif de ces fonds et avoirs gelés. Merci Sylvia pour ces informations. Aurélien Duchesne, l'Iran peut dire merci Donald Trump ? Il peut dire merci et nous on peut s'inquiéter de deux choses. La première, c'est que quelque part le crime va payer. Pourquoi ? Parce que toute la stratégie qu'on a portée de sanctionner l'Iran, de vouloir soit provoquer l'effondrement du régime par l'étouffement par les sanctions, ça n'a jamais marché, mais au moins de limiter les capacités de financement de l'Iran sont en train de s'effondrer avec ça, mais aussi parce que tout ça, ça suit les 40 000 morts de janvier, ça suit la prise en otage d'Ormuz. Ça veut dire que si les États-Unis sont prêts à reculer à ce point sur les sanctions, ça peut recommencer demain, comme ils avaient essayé de le faire avec la Russie de Poutine, ça peut arriver pour d'autres régimes voyous. Et la deuxième chose qui est extrêmement inquiétante, notamment pour nous, Européens, c'est que les Américains lâchent autant de l'Est. Vous avez évoqué le terme de capitulation qui est employé par certains, alors que les Américains n'ont pas perdu. Les Américains avaient les capacités de faire beaucoup plus pour éviter un accord de ce type. Les Américains lâchent en race campagne et lâchent des dizaines au minimum de milliards de dollars à l'Iran, alors qu'ils avaient la capacité encore d'éviter ça. Et ça, c'est extrêmement grave à l'avenir, parce que les sanctions, c'est pas que pour punir, c'est aussi pour dissuader. Là, on va pas dissuader ni l'Iran, ni la Russie, ni la Chine de faire le pire demain. Intéressant comme analyse. Qu'en pensez-vous, David Rigolet-Rose, grand spécialiste de l'Iran ? Oui, mais alors il y a effectivement beaucoup d'interrogations quand on regarde la teneur supposée, parce qu'officiellement il n'a pas été publié encore. Mais bon, il y a beaucoup de choses qu'on filtré, effectivement. Alors sur les 300 milliards, ça fait écho au montant des destructions supposées liées à la guerre, en fait. Ce serait en miroir, ce serait
Alors, il n'y a pas on va dire, d'argent direct. Et d'ailleurs, il s'est défaussé tout de suite en disant mais ça concerne pas du tout l'argent américain. Il y a un montant de 150 milliards qui serait déjà envisagé avec les pétromonarchies qui elles-mêmes ont subi les frappes. D'ailleurs, c'est le paradoxe de la situation. Mais oui. Bon, les victimes vont payer pour les réparations de l'agresseur. C'est un point d'ailleurs qui fait beaucoup réagir aux États-Unis, notamment les congressmen. Et puis il y a la question, mais la question centrale, elle est sur le dégel de l'argent, en réalité. Et c'est là-dessus que ça va être jugé, parce qu'on spécule beaucoup. J'ai parlé tout à l'heure de l'élasticité, justement, dans un sens ou dans un autre. Et évidemment, les critiques vont ajuster en fonction de ça. C'est les modalités de restauration, en tout cas de dégel des fonds, puisque les Iraniens demandaient notamment 24 milliards tout de suite, de manière immédiate 12 milliards, ce qui prouve qu'ils étaient dans une demande criante de liquidité. Et évidemment, puisque le contre-blocus américain était efficace. Et c'est un problème qu'il soit levé, même si officiellement il l'est pas encore. Donc c'est le seul levier, et c'est le vrai levier en réalité, qui n'est pas factice. Et la question, c'est est-ce qu'il va être utilisé ? Et c'est là où on retrouve les doutes, justement, sur la détermination du président américain par rapport à ça, parce qu'il veut absolument, effectivement, finaliser un accord qui, pour l'instant, est très, très incertain dans ses attendus. Général Aberay. Moi, ce qui me frappe dans cette actualité, c'est le différentiel de perception du temps, la temporalité des deux acteurs. Les Américains ont engagé ce bras de fer avec l'Iran, dans le sillage ou en convergence avec Israël, qu'il ne faut pas oublier dans cette affaire. Et ils ont pensé pouvoir régler par des frappes massives cette problématique. Sauf que la temporalité américaine, ce n'est pas la temporalité d'un régime qui est en place depuis quand même un certain nombre de décennies, qui n'a pas de sensibilité quant à la souffrance de son peuple. Et donc, le régime iranien, lui, il jouait sa survie sur cette opération. Alors, au-delà de toutes les décisions qui sont prises, quelle alternative ? Est-ce que M. Trump est prêt à reprendre, encore une fois, une série de plusieurs milliers de frappes ? Frapper quels objectifs ? Pendant combien de temps ? Et bien évidemment, cette question du temps et du coût, à mon sens, c'est fondamental dans la manière dont le président Trump comprend la situation au Moyen-Orient. Claire Cambier, est-ce que Téhéran décroche un jackpot à travers ce protocole ? Bah effectivement, ça représente énormément d'argent. Et ce qu'on peut souligner, c'est que Donald Trump a toujours critiqué son prédécesseur Obama en indiquant que dans le précédent traité sur le nucléaire, le JCPOA qui avait été réglé en 2015, eh bien Obama avait lâché plein d'argent aux Iraniens, que c'était inadmissible, que ça allait financer le terrorisme. On parlait de déblocage d'avoirs gelés. À l'époque, on estimait que c'était 50 milliards de dollars. On voit aujourd'hui, Sylvia relever les différents chiffres qui sont bloqués dans les différents pays. Bon, il y a potentiellement ces 24 milliards, mais ça pourrait être bien plus. Et finalement, quel gain a obtenu Donald Trump ici ? On voit qu'il va au-delà des avoirs gelés, avec notamment ses investissements à 300 milliards. C'est entre 124 et 168 milliards, en fait. La marge, elle est entre 120 et 170. Ouais. Mais pour les investissements d'entrepreneurs privés, est-ce que vous avez compris qui allait payer ? Qui allait investir ? En plus des monarchies du Golfe qui allaient devoir débourser de l'argent, ça peut être des entrepreneurs américains, européens ? Les fameux waivers, c'est-à-dire les exonérations américaines, quand ils vont commencer à revenir en arrière sur toutes les barrières qu'ils avaient mises pour qu'il n'y ait pas d'investissement privé en Iran. Après 2018, après que Trump ait déchiré l'accord sur le nucléaire iranien, si les Américains mettent un feu vert en disant qu'ils commencent à enlever toutes les sanctions, tous les blocages, ça peut être des Chinois, par exemple, qui vont avoir un grand intérêt à s'investir massivement en Iran. Les Russes, certains temps, mais bon, ils ont peut-être le problème en ce moment dans leur économie chez eux. Ça peut être également, j'ose le mot, les Émirats Arabes Unis, par exemple. Vous avez beaucoup d'argent qui circule là-bas, à travers les fameux SERAF, par exemple, des systèmes de blanchiment d'argent. Vous avez beaucoup de gens aux Émirats Arabes Unis qui, malgré les frappes qui se sont prises, auront intérêt à investir en Iran.